Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, merci et toi? Ouais, ça va super bien aussi. Bon, écoutez, aujourd'hui c'est notre dernière séance. Moi, j'ai pas envie de vous mettre dans d'autres contextes. Moi, c'est les quiz dont je parle. Ben, l'examen ne sera pas loin non plus, donc un peu des types d'exercices qui sont ici. Donc, je vais commencer par ce qui est essentiel. Puis bon, voilà quoi. Je vais présenter les corrigés. Et puis, la fiche 11. Bon, on n'est pas tenu de faire vraiment tout. Bon, je pourrais vous l'expliquer d'une façon qu'on vu que j'ai déjà eu à mettre les corrigés là-dedans. Parce que, bon, c'est des choses quand même basiques, pas trop différents. Okay, le bien public. Donc, il fallait dire. Donc, je pense que vous l'avez déjà regardé, c'est pas trop compliqué non plus. Donc, on va beaucoup plus faire ici. Bien comprendre donc les principes et pouvoir bien faire l'examen aussi. Ok, on va y aller. Alors, la première question, c'est en équilibre de long terme, en concurrence parfaite, le coût moyen de l'entreprise doit être égal ou inférieur ou supérieur au prix. Donc, en concurrence pure et parfaite, le coût moyen est égal au prix. OK. Attendez, corriger. Voilà. C'est ça qui caractérise la concurrence. Il n'y a pas de profit. En concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de profit positif. Est-ce qu'on aurait pu, pour répondre à cette question-là, est-ce qu'on aurait pu expliquer que les caractéristiques de l'équilibre à long terme d'une concurrence parfaite, mais dans le fond, c'est que chaque entreprise maximise ses profits, il n'y a aucun profit super normal, puis qu'il y a les modifications de capacité de production d'entreprise jusqu'à l'atteinte. Dans le fond, c'est tout donner les caractéristiques. Puis après ça, la deuxième caractéristique implique que l'entreprise ne fait pas de profit ni de perte. On a donc que le coût total moyen est donc idéal au prix aussi. Oui, c'est ça, la deuxième explication. OK, c'est bon. Okay. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une des caractéristiques de l'équilibre à long terme en concurrence parfaite, c'est qu'il n'y a pas de profit super normal. Exact. OK. Petit 2 maintenant, si à un point sur la courbe de profit total, la pente de la tangente est égale à la pente de l'arc à partir de l'origine, on peut conclure que le produit marginal est supérieur au produit moyen, le produit marginal est inférieur au produit moyen, le produit marginal est égal au produit moyen. C'est l'égalité parce qu'il y a égalité en fait entre la pente de la tangente qui est le produit marginal et la pente de l'arc qui est le produit moyen. Donc, c'est l'égalité. Et voilà. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Ça, pour le prouver, on peut y aller par graphique, mettons? Oui, c'est ça. On va tracer les graphiques. Dans le fond, on fait une courbe de produit total, on trace l'arc de la pente de produit moyenne, mettons, où est égal à l'arc du produit total, puis après ça, on le transfère dans un autre graphique, mettons, avec la production marginale, c'est ça? Oui, en fait, bon, c'est juste que, je sais pas, bon, la production marginale, vous savez que souvent la tangente à une courbe représente la dérivée, en fait. Bon, le coefficient directeur, c'est pas la pente. Oups, parce que j'ai laissé mon. Attendez, donnez-moi quelques secondes. Je disais que la pente d'une courbe, normalement, c'est rien d'autre que la dérivée. C'est-à-dire que, je sais pas, une fonction, on prend une fonction comme ça, pente ici, la tangente ici, c'est ça. Et ici, là, c'est rien d'autre que, mais je ne sais pas comment vous savez l'équation, donc la tangente d'une courbe, bon, mathématique là. Donc la pente, c'est ça. Et c'est vraiment la dérivée. Du coup, si cette courbe, c'est la courbe de production, donc f de, je sais pas, du capital. Donc, si vous calculez f du capital, ça va vous donner donc la production marginale du capital à ce niveau. Donc, là, je disais que la pente n'est rien d'autre que
La tangente, donc, pas nécessairement besoin, parce que là, est-ce que vous pourrez, à moins que, ouais, si vous pouvez montrer la pente, je ne sais pas comment vous l'avez démontré dans le cours, montrer que la pente est la même chose que la pente de l'arc à ce point-là, ça suffirait. Mais par définition, on sait que la pente, vraiment, à la fonction de production, c'est la production marginale et que la pente de l'arc aussi, ben, c'est la production moyenne. Donc, voilà. OK. Le petit 3, est-ce qu'on m'entend? OK. Le petit 3, le monopole discriminant produit une quantité supérieure, pareille, inférieure à celle qui produirait s'il ne discriminait pas. Supérieur. Pardon? C'est la production va être supérieure. Ouais, c'est supérieur. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que lui, il fait de la discrimination, donc il veut gagner des clients, en fait, qui ne pourraient pas. Donc, ça nous rappelle l'exercice donc, du cinéma. Il y avait des professeurs puis des étudiants. Quand on fait de la discrimination, donc on va pouvoir gagner les étudiants et les professeurs plutôt que d'aller avec un prix qui n'arrange peut-être que les professeurs. Parce que, mettons, on aurait pu le démontrer avec un exemple. C'est de dire, mettons, si il dit, mettons, sans discrimination, il y a un tel nombre de clients qui payent, je sais pas moi, 12 puis, puis avec la discrimination, il y en a deux qui payent, mettons, 18 puis les deux autres payent le même prix, 12 Puis montrer à ce moment-là qu'avec la discrimination, les recettes totales sont plus élevées. Est-ce que ça pourrait fonctionner, ça, comme exemple? Ouais, Ouais. un exemple comme ça peut fonctionner aussi, ouais. Mais C'est parce qu'il nous a expliqué, il nous l'a dit, ces questions-là, faut que vous ayez la bonne réponse, mais une réponse sans preuve, ça vaut rien. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Donc, il faut. c'est aussi de se préparer à faire des preuves pour des numéros comme ça. Fait que, je pense que c'est surtout ça aussi. Je parle beaucoup, là. Je parle beaucoup peut-être, là, mais c'est juste Non, une non, non, preuve. c'est correct. Je comprends la pertinence de la question parce que s'il n'y a pas de preuves, c'est que. Mais c'est juste que ces dernières questions que je viens de lire, en fait, sont tellement, comment je veux dire, intuitives que parfois, on peut ne pas trouver la bonne preuve. Donc, ça fait du sens, ta question. Donc, on peut prendre un exemple ici et pour le montrer. Ouais. La seule démonstration, je pense que c'est ça parce que là, il n'a pas montré, il n'y a pas de démonstration. Ouais, c'est supérieur. Donc, il n'y a pas de démonstration. Du coup, c'est pas ce qui pourrait être accepté. Mais moi, quand je vais lire, euh, quand ça saute pas, ça saute pas. Et puis bon, quand ça saute aux yeux de tout le monde et que la personne n'a pas pu vraiment dire grande chose, ça passe. Mais quand ça saute pas à l'œil et que bon, la personne laisse comme ça, bon, c'est là que c'est problématique, quoi. Okay. Bon, de toute façon, je donne jamais zéro, quoi. Même si la personne n'a pas donné la preuve, j'essaie de voir, parce que si la personne donne les preuves pour les autres et puis arriver sur ça, bon, je vois, soit je donne 1 sur 4, ou pas zéro totalement, quoi. En tout cas. Donc, petit 4, bon, bien entendu, quelqu'un qui met juste vrai, vrai, faux, 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 ben, je ne corrige pas. Petit 4, les rendements marginaux décroissants de la main-d'œuvre sont provoqués par l'augmentation trop rapide du nombre de machines utilisées. Non. Le déclin d'efficacité d'un nombre croissant d'ouvriers autour d'un nombre fixe de machines. Moi, je pense que c'est ça personnellement. Ouais, je pense que c'est ça. Une meilleure division de travail et la spécialisation parmi les ouvriers. Non. L'inégalité entre l'augmentation du nombre d'ouvriers et l'augmentation du nombre de machines. Peut-être, mais non, parce que cette inégalité pourrait être en faveur du nombre de machines, et donc ce serait faux. Donc c'est définitivement ça la seule bonne réponse. Voilà, parce que le nombre de machines est constant et donc le nombre de travailleurs augmente. Et puis on voit que les derniers travailleurs qui viennent sont moins productifs que les premiers. Donc c'est ça les rendements marginaux décroissants ou bien productivité
marginal décroissant. Ouais. OK. Le 5. Si on double la quantité de tous les facteurs employés et le produit total augmente par plus que 100%, alors nous avons un cas de rendement marginal croissant, décroissant, constant. C'est lequel? Ça va être croissant. Ouais, j'aurais dit croissant, mais pour le prouver, ça, tu fais comment? Ça, tu ferais comment? C'est quand même bizarre. Hein? C'est difficile de prouver ça parce que ça, c'est par définition, c'est ça. Hein? Par définition, si on augmente donc, les facteurs, ouais, bon, essayons de. Attends, regardons le corriger d'abord. Ouais, c'est croissant. Ça, c'est des trucs, c'est un peu dur à prouver. Comme par exemple, ça. Ouais, Mais je dans le ne fond, pas tu sais, trop. moi, j'avais fait un graphique, mettons, en montant la production totale 1 avant. Puis là, j'ai dit, si on double les capacités de production avec une. Puis dans le fond, ça fait qu'on a une courbe de production totale qui est beaucoup plus élevée que la suivante et qui a plus que doublé par rapport à la quantité, mettons, je sais pas, de machine, je sais pas trop, là. Ben, c'est pour ça qu'on avait un rendement d'échelle croissant, mais c'est un peu. C'est dur à prouver, on dirait. Ouais, je ne sais pas pour votre niveau en maths, pour tout le monde, parce que c'est un groupe qui n'est pas homogène. Donc, ce que ça dit, c'est que Y2 est supérieur à 2 fois Y1. Donc, ce que ça veut dire simplement que F de 2K1, 2L1 est supérieur à 2 fois F de K1, L1. Donc, c'est croissant. En même temps, j'imagine que pour des questions comme ça, si on démontre qu'on a compris, puis que, tu sais, on donne des explications qui ont quand même un peu de sens, j'imagine que t'es pas chiant dans la correction, puis tu es capable de voir, si on a compris ou pas, là. Ben oui, c'est ça ce que je. Essentiellement, hein, j'ai pas, quand je lis une réponse, j'ai pas de. Enfin, quand je lis une réponse de la copie, je n'ai pas de réponse dans la tête. Donc, il n'y a pas de réponse dans ma tête à laquelle j'essaie de comparer. J'essaie de lire et pour voir si ça fait du sens ce que je lis. Donc, c'est un peu ça. Bon, je pense que pour quelqu'un de justifier ça, ben, il va devoir raconter une histoire qui est cohérente, quoi. Parce que le plus important là, c'est d'avoir la bonne réponse, hein, pour pouvoir la justifier. Bon. Parce que là, quelqu'un m'a dit, parce que les facteurs ont doublé et la production a plus que doublé. Bon, ça a une justification. Tous les facteurs ont doublé et la production a plus que doublé. Ouais. Alors, la question 6, ceteris paribus, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, il sera plus profitable pour le monopoleur d'appliquer la discrimination selon le prix. Attendez, il y a un mot qui manque dans sa phrase. Si, dans le cas, je pense qu'il doit y avoir un si. C'est-à-dire qu'on donne 4 cas possibles et dans quel cas oups, ça je suis dans la correction, hein. Dis donc. Il y a 4 cas possibles et puis on veut voir dans quel cas en fait le producteur va être incité à faire de la discrimination. Mais bien entendu, c'est lorsque les consommateurs ont un profit plus grand. Okay? Si les consommateurs ont des profits plus grands, donc la discrimination, c'est pour aller retirer ces profits-là, ce surplus-là, okay, en leur donnant un prix qui les convienne. Donc, toujours l'exemple donc, de. Dans le fond, ici, c'est juste d'expliquer qu'avec une discrimination parfaite, c'est que l'entièreté du surplus du consommateur est transférée au producteur. Ouais. Fait que, dans le fond, si tu prouves ça avec des graphiques, mettons, puis en expliquant ton point, c'est que dans le fond, c'est que si, dans le fond, tu appliques la discrimination, donc plus grand va être le surplus, plus tu vas en avoir qui vont rentrer dans tes poches. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus profitable. Si le surplus du consommateur est très, très grand, c'est vrai que c'est profitable au producteur. Ouais. As-tu bien compris? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais n'essaie pas de donner des exemples tout le temps. Hein.
parce que dans le fond, les exemples ne sont pas toujours comme une preuve, mais comme une illustration de ce que tu Est-ce as que dit. de juste dire que le surplus du consommateur va être transféré au, au producteur, c'est correct? C'est ça. Donc, si les producteurs, si les consommateurs ont plus de surplus, donc le producteur est incité donc à faire de la discrimination pour pouvoir retirer ce surplus-là. Ouais, c'est correct. Le 7. Il existe une entreprise en concurrence parfaite dont la courbe de demande est P égale à 6. Et donc, on va finir avec ça. Donc, la courbe de demande est donnée par P égale à 6 et la courbe de coût marginal est simplement CM égale à Q sur 2. Comment expliquez-vous la forme de la courbe de demande? Donc là, on voit que c'est une courbe de demande quand même. Et peu importe la quantité, ben, le prix est toujours 6. Peu importe la quantité qui va être produite, le prix est 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce monopolaire, ok, c'est en concurrence pure et parfaite. Donc c'est normal, en concurrence pure et parfaite, les prix sont pris, c'est comme des données. Okay? L'entreprise n'a pas d'influence sur le prix, donc, ou bien le prix ne peut pas être affecté par un échange donc, entre juste un consommateur et puis un producteur. Non, c'est un prix vraiment qui provient du marché. Excuse-moi, comme là, Oui. est-ce qu'on aurait pu dire que c'est à cause de l'homogénéité des biens que, comme c'est une concurrence parfaite, tous les biens se valent? Et donc, si un des producteurs augmente son prix, tout le monde a un substitut parfait, donc ils vont aller voir ailleurs. Ouais. Ça rejoint un peu, oui. C'est le même concept, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il n'a pas de... Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par les gens vont aller voir ailleurs? Bah, en fait, le blé, par exemple, si le cours du blé il est connu, si en concurrence parfaite, donc si un des producteurs le vend plus cher, personne ne va l'acheter chez lui parce qu'ils peuvent aller l'acheter chez d'autres producteurs qui le vendent à un prix qui est plus bas. Oui, mais là, vous donnez une conséquence en fait, donc bien, là vous expliquez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas augmenter le prix. Mais pourquoi est-ce que le prix est constant? Pourquoi est-ce que le prix est constant? Pourquoi le prix ne varie pas en fonction donc, de la quantité produite? C'est plutôt là la question. Bon, en fait, j'étais un peu... Je suis un peu... Parce que ce que vous dites, c'est vrai, en fait, mais... ok. Bon, en d'autres termes, oui. Mais bon, je ne suis pas dans votre pensée non plus, là. Mais en d'autres termes, c'est oui, c'est parce que les consommateurs savent que c'est ça le prix, et puis c'est ça. C'est comme un consommateur qui dit, il met sur Kijiji, moi je veux une voiture Toyota Corolla année 2020, et puis moi je le veux à 20 000 $. C'est ça le prix, quoi. Et puis tous les acheteurs disent c'est ça, 20 000 $. Donc les producteurs sont comme, ben, voilà quoi. C'est parce que il y en a beaucoup de producteurs et c'est parce qu'on est en concurrence plus parfaite. Parce que l'argument que vous donnez, c'est que quelqu'un ne peut pas changer. Oui, on ne peut pas changer parce qu'on est en concurrence plus parfaite. Donc, je pense que vous donnez la conséquence plutôt que la cause. Bah, en fait, il y a le fait, il me semble que c'est dans la définition de la concurrence parfaite, c'est qu'il doit y avoir des substituts parfaits et que les entreprises, elles n'ont aucun avantage particulier, donc elles vont toujours offrir. Déjà, il n'y a pas de profit super normal.
Mhm. Et elles vont toujours avoir le même coût de production. Donc, elles vont toujours offrir les produits au même prix. C'est pour ça que le prix, il varie pas, non? Ouais, c'est ça. Je, C'est vraiment dans la définition. je comprends, hein, je comprends la pensée, ok? Je comprends la pensée. Mais bon, je ne refuserai pas si tu l'écris, et apparemment, peut-être c'est ça qui est traduit ici, on a même pensé peut-être que oui, oui. Petite entreprise preneuse de prix, ok? Produits identiques, etc. Donc, toutes les raisons, donc, la concurrence, hein, parce qu'on est en concurrence. Hein. Donc, en concurrence, les prix sont, sont comme donnés, donc les produits sont identiques, il n'y a pas moyen de quoi. Donc, il y a 5 raisons pour la concurrence pure parfaite. Toutes les raisons, donc, ouais, voilà. Sauf qu'il faut vraiment comprendre aussi pourquoi est-ce que pour cette entreprise particulière, le P est toujours égal à 6. Ouais, c'est parce qu'on est en concurrence pure parfaite. Je répète. Voilà, donc c'est ça. Ça serait juste. Ce serait juste. Parfait, merci. Mhm. Ok, la deuxième question, c'est de tracer les courbes dans une graphique. Donc, tracer cette courbe-là, on sait tracer cette courbe, Q sur 2. Tracer P égale à 6 aussi. Donc, ça sera horizontal. Donc, c'est ça, le prix. C'est ça, le coût marginal. Ok, donc c'est les deux qu'on trace. Quelle quantité produira l'entreprise? Ok, alors, concurrence pure parfaite. Donc, là, il faut que le coût marginal soit égal au prix ou bien au revenu marginal. Alors, le coût marginal égal au prix. Donc, ça donne quoi? 6 égale à Q sur 2. Donc, 6 égale à Q sur 2. Donc, ça fait Q égale à 12. Donc, la quantité serait égale à 12. OK? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Après, si à la quantité produite, le coût moyen est donné par $4, alors, quelle est la valeur du profit supernormal fait par l'entreprise? OK? Donc, on donne le coût moyen. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir le coût total. Et, donc, le profit, ça fait la recette totale moins le coût total. Les recettes totales vont faire donc le prix fois la quantité produite. OK? De façon lourde. Et le coût total va faire donc le coût moyen fois la quantité produite. Donc, ça fait 48. Donc, le profit va faire 24. OK? Ce qui est donné par. J'ai l'impression que ta courbe du coût moyen n'est pas à la bonne place sur le graphique. Ouais, Parce c'est pas, qu'il me pas bien semble tracé non que le plus. point le plus bas devrait être à la quantité 12, pas à la quantité 6. Ouais. Et aussi, c'est parce que, tu sais, on dit que le profit qui est fait, c'est tout le temps, c'est pas la différence entre le coût marginal et le coût moyen, tu sais, fois la quantité produite. Fait qu'à ce moment-là, si tu dis que, tu sais, je sais pas, si on dit que c'est genre l'équilibre, fait que si à l'équilibre, c'est l'endroit où la quantité est la plus grande, fait qu'à ce moment-là, je me dirais que c'est peut-être pour ça. Tu sais, j'essaie de savoir pourquoi la courbe du coût moyen est là, parce que moi, je Je l'avais pense mis. que cette courbe n'est pas. Je pense qu'elle ne devrait même pas faire ça. Elle devrait juste augmenter. Parce que là, le coût marginal est une courbe qui est croissante comme ça, vous voyez là. Donc, normalement, bon, le coût marginal devrait aussi sur un peu la même allure. Je ne sais pas pourquoi il a tracé ça comme ça, mais ce qui importe ici, en tout cas pour cette question, on n'a pas besoin de la tracer. On a juste besoin de ce 4, qui est le coût moyen, et puis faire ce petit triangle là pour représenter le profit, parce que ça c'est le prix, ça c'est le coût moyen,
Donc, on gagne 2 $ par quantité, fois donc 12, donc ce qui nous donne donc le 24 comme profit. Et pourquoi je disais que le coût moyen devait être croissant? Parce que d'habitude, le coût marginal, si le coût marginal donc, a un minimum, parce que premièrement, le premier produit coûte plus cher, et puis après, à un moment donné, on commence à faire donc, de l'économie d'échelle, et donc les derniers produits qu'on produit coûtent moins cher jusqu'à ce que ça tombe, ça réaugmente encore. Et puis, on voit que à partir du moment donné, le coût moyen va dépasser le coût marginal. Donc, à ce niveau-là, attendez, je vais tracer ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans le cours. Normalement, cause du coût qui est un coût fixe. Donc, 0. Le coût fixe est là. Après, le coût, quand on commence à produire, le coût marginal va, bon, le coût total va augmenter, ça c'est sûr. Mais le coût marginal va faire la variation du coût par rapport à la quantité. Je pense que ça fait un truc de genre, ok? Et puis après, le coût moyen, à un moment donné, le coût marginal devient plus élevé que le coût marginal, que le coût moyen. Et là, on arrête. Et ça le coupe au minimum, n'est-ce pas? Au minimum du coût moyen. C'est ça? C'est-à-dire le coût. Est-ce que il vous a tracé cette courbe-là, où il a tracé le coût marginal et le coût moyen? Ah oui? C'était quoi la question? J'ai pas bien compris. Oui, je voulais savoir si dans le cours, on vous a tracé le coût marginal et le coût moyen. Dans le cours. Ouais, ben on les a tracés. Oui, on avait pas les tracés. C'est juste que là, on avait des équations. Fait on s'est dit, on s'est fié aux équations pour le coût marginal et la demande. Mais pour ce qui est du coût moyen, on dit on a la forme d'un U habituel. Puis dans ma tête, la quantité d'équilibre, c'est dans le fond, l'équilibre est à l'endroit où le coût marginal est égal à la demande. Puis le profit, ben, ça va être la différence entre, la valeur du coût marginal évaluée en équilibre moins le coût moyen. Non, je ne parle pas donc, du cadre de monopole, mais dans un cadre général. Dans un cadre général. Mais dans un cadre général, dans le premier chapitre que vous avez vu, donc la courbe, donc le coût marginal avec le coût moyen. Parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les dernières unités qu'on produit, c'est-à-dire que tant que les dernières unités qu'on produit coûtent moins cher que les premières unités, c'est que le coût moyen va baisser. D'accord? Est-ce que ça fait du sens ce que j'ai dit? Tant que les dernières unités qu'on produit coûtent moins cher que les premières unités, alors le coût moyen va baisser. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous produisez moins cher, okay, c'est-à-dire que quand vous aviez, je pense qu'on avait fait des essais comme ça là-dessus, si vous produisez 10 quantités et chaque quantité vous coûtait 5 $ et que maintenant vous produisez 15 quantités et que les 5 supplémentaires coûtent moins que les 5 $, ok? Vous allez voir que tout votre coût moyen va baisser. C'est-à-dire que tant que la courbe du coût marginal est en bas du coût moyen, le coût moyen va toujours baisser.
OK? Donc, si le coût marginal est en bas du coût moyen, le coût moyen va baisser. Mais tant que le coût marginal dépasse le coût moyen, vous allez voir que le coût marginal va commencer à augmenter. Donc, c'est pour ça que le coût marginal et le coût moyen se croisent au minimum du coût moyen. OK? C'est-à-dire que je vais tracer la courbe maintenant où le coût marginal va baisser et le coût marginal est en bas du coût moyen. Et jusqu'à ce que le coût marginal dépasse le coût moyen. Je vais faire ça. Pardon. C'est-à-dire que j'ai mal tracé vraiment. C'est-à-dire que là où les deux se coupent, voilà. C'est-à-dire que c'est le minimum du coût moyen. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le coût marginal et le coût moyen suivent un peu donc, la même allure. Et c'est pour ça que je disais que ici aussi, vous voyez le coût marginal, c'est quelque chose qui est croissant. Elle est croissante. Donc, au fur et à mesure qu'on produit, le coût marginal sera toujours élevé. OK? Alors, quand sera-t-il du coût moyen? Ça veut dire que le coût moyen aussi va augmenter. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire le coût marginal croissant? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous produisez, les dernières unités que vous produisez coûtent plus cher, enfin, vous coûtent plus cher que les premières unités que vous produisez. Ça veut dire que si vous essayez de faire la moyenne sur ces éléments, vous allez voir que sa moyenne là aussi va augmenter. Ce qui fait que le coût marginal ne peut pas diminuer en fait. C'est là mon explication. Et je disais que la partie là, il n'y a pas de minimum en fait dans ce cas précis où le coût marginal est juste une fonction croissante là. C'est que deux vont être croissants là. OK. Mais bon, de toute façon, c'est pas ça la question de l'exercice. C'est de trouver le profit. Okay? Le profit, on peut le trouver sans pour autant tracer vraiment la courbe du coût marginal. Même si vous voulez la tracer, c'est parce que bon, l'exercice ne se focalise pas sur OK, comment tracer la courbe marginale. C'est pour ça que bon, comme de manière générale, elle se présente un peu comme ça. Donc, la tracer comme ça. Comme là, Oui. la question suivante nous demande d'où est-ce que la courbe du coût moyen va être au niveau de 8. La question suivante, oui. C'est est-ce que cette situation... Non, juste un peu plus bas. Oui, c'est ça. Donc, d'abord, on va y aller. Est-ce que cette situation peut persister longtemps? Non, parce que on aura donc voilà, on connaît bien la réponse habituelle, c'est que tant qu'il y a un profit, il y a de nouvelles entrées, et donc le profit sera nul à long terme. Alors ici, voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, dans cette question, on n'avait pas besoin de tracer, d'accord? Et là, c'est parce que dans les cas qui suivent, il dit supposons, okay? Suppose que ça a une forme de U habituelle, donc c'est une supposition. Supposons que la courbe de coût moyen a la forme d'un U habituel, ok? Donc habituellement, c'est ce qu'on avait d'habitude. Mais dans ce cas-ci, ça ne devrait pas être ça, mais on suppose là. Okay. Maintenant, on veut voir ce que ça peut donner. Alors, donc, il pose la question maintenant, est-ce que à Q égale à 8, on peut s'attendre à ce que le coût marginal soit supérieur, inférieur ou égal au coût marginal pour la quantité produite en C? Okay, on veut voir. CM, d'habitude, c'est coût moyen. Le coût moyen. Quand c'est un M majuscule, nous, on a vu que c'était coût moyen, puis quand c'est minuscule, c'est marginal. C'est moi qui suis dans l'erreur. Petit m, c'est marginal.
M, c'est OK, moyen. OK, c'est bon. C'est moi qui suis là. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le coût moyen soit supérieur ou égal vraiment à ce qu'on avait vu précédemment? Donc, montons sur le graphique. Donc, on trace la courbe comme ça, le coût moyen, et on savait qu'à 12, c'était à 4. OK? Et alors qu'à 12, on savait que le prix était à 6. C'est-à-dire que le coût marginal était donc à 6 aussi. Alors, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que pour une quantité de Q égale à 8, est-ce que le coût marginal serait au-dessus ou en dessous? Mais je comprends toujours pas pourquoi la courbe du coût moyen, elle se trouve à cet endroit-là. Oui. Okay. Qu'est-ce que toi, tu penserais? Ben, moi, je l'avais placé que le plus bas point était à la quantité de 12, parce que sinon, on ne produirait Ici, pas 12 unités si ce n'était pas le point le plus ici, par petit exemple, du coût moyen. ici. Ouais. Donc, vous l'avez Mais je fait. l'aurais mis dans le fond qui croise 4, mais au point de quantité 12. Dans le fond, que le point le plus Dans petit le de fond, ma courbe du coût moyen. le sommet de notre parabole est vraiment centré en 12 puis en 4. C'est sûr que moi, j'ai fait la même chose que Pénélope. Elle m'a envoyé ses démarches, puis j'ai fait la courbe exactement à la même place. C'est-à-dire, Je comprends pas pourquoi se ça. centrer en genre de 6 quand on n'a jamais rien dans le problème qui nous la ferait centrer à cette place-là. Là. Donc, comme ça, c'est ça? Ouais, ouais, exact. Ouais. OK. D'accord. Euh, OK. C'est-à-dire que ça soit le minimum. Le minimum du coût marginal. Le minimum du coût moyen. Pourquoi? Oui, explique-moi pourquoi vous voulez que ce soit comme ça. Parce que d'habitude, le minimum du coût moyen se trouve à la quantité qu'on produit. C'est ça qu'on avait vu en classe. En concurrence pile parfaite. En concurrence pile parfaite, on a le prix fois la quantité moins le coût total. OK? Est-ce qu'on a en concurrence pile parfaite ici? Non, on n'a pas en concurrence pile parfaite. Donc, je disais que ça, c'est le profit. Et j'avais expliqué que le profit serait maximum. Le profit est maximum ici. Et je disais que ça, c'est la pente. Ouais, non, mais sauf que je. Voilà, je vais te laisser parler, j'ai rien oublié ça. Oui? Non, continue, je t'écoute. OK. Donc, la pente doit être nulle, en fait, au sommet. Donc, là, c'est la dérivée, donc le coût marginal, qui doit être égal au prix. Non, ça, c'est un profit. Parce que si on veut que le profit soit nul, là, dans ce cas, on aurait la quantité égale coût total sur P. Et le P égale coût total sur Q. Et coût total sur Q, c'est ça qui fait le coût total moyen. OK? Donc là, cette situation, est-ce que c'est un monopole? Le fait que le prix soit égal au coût total moyen? On est en concurrence parfaite. Oui, non, ça c'est en concurrence parfaite. Mais là, quand on est en monopole, c'est qu'on devrait avoir P égale... Monsieur, l'exercice dit qu'on est en concurrence parfaite, pas en monopole. Ah, on devrait, hein. Parce qu'on avait un profil positif que j'étais
Oui, OK. La petite C'est dit au entreprise, début de la question, juste avant la question A, là, dans le texte au début, ça dit. l'entreprise en concurrence pile parfaite. Ouais, c'est juste que maintenant, tout ceci n'est pas dans un cadre de concurrence pile parfaite. J'ai ajouté dans le chat une image de c'est quoi que le prof nous avait montré par rapport à ça, là. Je peux pas le voir maintenant. Mais bon, ça va correspondre au minimum. Non? Je suis vraiment perplexe là, par rapport à ça, parce que le problème ici Mais c'est que la situation qu'on pourquoi a, elle serait où tu l'as placé? pardon? Non, c'est pas Pourquoi moi elle qui l'ai serait à placé, l'endroit? c'est le prof qui l'a placé comme ça. Ah, OK. Mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, ça c'est le coût marginal, ça c'est le coût moyen. C'est que si on veut être vraiment en concurrence pile parfaite, on devrait avoir le prix. Le prix, donc ici, doit être égal au coût moyen. Donc, c'est plutôt ici, en fait, que ça devrait. Mais on n'est pas dans un cadre où le profit est vraiment nul parce que l'exercice dit, OK, l'entreprise est en concurrence pour que on puisse mettre un prix constant. Mais la situation dans laquelle on se trouve n'est pas réellement en concurrence. On n'est pas vraiment en concurrence parce qu'il y a même un profit qui est positif. Vous voyez, c'est ça qui me dérange un peu dans l'exercice et puis aussi avec un coût marginal qui est croissant tout le temps. Excuse-moi, juste Oui, une petite question. En fait, moi, comment j'avais vu le problème, c'est que comme le coût marginal, il est croissant de manière constante, oui, donc le coût moyen, il est toujours plus bas que le coût marginal, oui, il y a ça aussi. parce qu'il y a toujours autant de quantité à droite qui est plus grande en coût que de quantité à gauche. Donc, elle devrait toujours, dans ma tête, je me suis dit que la courbe des coûts moyens elle serait toujours en dessous. Donc, elle fait que descendre jusqu'à 0. Moyen. Alors, ça se peut pas parce qu'il y a des coûts dans les coûts total, dans les coûts moyens, il y a aussi le coût fixe, puis ça, il est constant. Fait que tu peux pas dire qu'il va à zéro. Non, Il va toujours avoir des coûts fixes. Mais je veux dire, ça rencontrerait l'abscisse au niveau des coûts fixes, oui, mais ça serait toujours quand même croissant, même si c'est une courbe. oui, ça devrait Pas être comme ça. exactement en U, ça serait toujours croissant. Oui, c'est ça en fait. C'est parce que naturellement, si on regarde bien le coût marginal qu'on avait, donc ça rejoint le même problème initial, on ne devrait pas avoir un coût marginal un peu comme ça. Donc, mais en fait, on se retrouve dans un cadre d'école. Il dit on supposer qu'on est vraiment dans ce cas-là. Ce qui fait que il y a cette incohérence en fait temporelle entre les deux. Quand on veut voir la logique entre le coût marginal et puis le coût moyen, on n'arrive pas à se retrouver, quoi. Donc, et puis aussi le fait que ça ressemble à un problème dans concurrence parfaite, mais en réalité, c'est pas la concurrence parfaite. Euh, donc, je vais nous recadrer un peu donc, dans le but de l'exercice. C'est vraiment pour nous faire voir certaines réalités où on prend une entreprise qui produit, OK, mais avec un prix donné, OK? Le prix est donné et après, excusez-moi. Voilà, donc je disais que on a une entreprise en fait qui produit à un prix donné et elle décide vraiment de quelle quantité elle va produire elle-même, pas forcément parce qu'il n'y a pas de confrontation en tant que telle, parce que le prix est comme donné et puis elle décide vraiment de sa quantité, puisque si on voit bien, il n'y a pas de l'offre en tant que telle pour dire, OK, on va faire la confrontation entre la courbe de demande et la courbe de l'offre, mais c'est une courbe de coût marginal seulement qu'on a utilisée. Okay. Donc, le prix est égal au coût marginal pour pouvoir trouver la quantité qui est produite. Or, quand on fait ça, on est comme dans une situation de monopole.
OK? Je ne sais pas comment je vais le dire. Le coût marginal, vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Vous voyez ça? P égale à coût marginal. C'est une situation un peu qui n'est pas en concurrence pure et parfaite. Ce qui fait qu'on trouve un profit qui n'est pas nul, qui est positif. Et donc, ça va faire entrer encore d'autres entreprises vraiment dans le marché. Donc, c'est vraiment un cadre d'école où il veut vraiment vous poser des questions liées au coût. Parce qu'après, on dit qu'on est dans une concurrence parfaite. Et puis après, on dit, est-ce que ça peut durer dans le long terme? Donc, ça fait que c'est un peu mélangeant, je l'avoue. Mais si on reste dans l'esprit juste de l'exercice, ben là, on nous a donné le prix, on nous donne le coût marginal. OK, on égalise les deux, on trouve la quantité. Après, on s'en fout du reste, de comment est-ce que les choses sont bien cohérentes. Et ça importe peu, quoi. Du coup, la dernière question, peut-être, c'est elle qui va peut-être déranger, parce que la position du coût marginal, du coût moyen, pardon, par rapport au coût marginal, est-ce qui va faire réfléchir? C'est-à-dire, est-ce que la courbe se trouve là ou bien en haut? Parce que si on suppose qu'elle est en bas, peu importe comment vous allez la tracer, l'essentiel c'est que pour une quantité Q égale à 8, vous voyez bien que ça va correspondre à un coût qui sera plus bas que le coût de 4. Vous voyez, lisons la réponse et puis je vais vous expliquer. Et là, ils disent que c'est inférieur. Inférieur, voie graphique à Q égale à 12, on a Q moins égal à 4. CM, la forme d'un U avec minimum à l'intersection avec CM à Q égale à 8, CM égale 4. Okay? Ainsi, Q égale à 8, CM doit être inférieur à 4 $. Okay? Fait que dans le fond, la raison pourquoi la courbe du coût moyen est à cette place-là, c'est à cause que le coût moyen doit toujours être plus petit que le coût marginal. C'est ça? Non, pas nécessairement. Ok, ben je Pas nécessairement que le coût suis moyen doit juste être... toujours perdue sur ouf. Pourquoi là d'abord? Là? Non, le coût moyen ne doit pas nécessairement... C'est-à-dire ce que j'avais tracé avant. Bon, j'avais tracé la courbe donc, du coût moyen et du coût marginal. C'est-à-dire que je disais que tant que le coût marginal est supérieur au coût moyen, okay, c'est que vous allez avoir le coût moyen croissant. OK? Et tant que le coût marginal est plus petit que le coût moyen, okay, suivez ça très bien, alors vous allez avoir le coût marginal décroissant. OK? Et puis, quand les deux se croisent, là, au minimum donc quand les deux se croisent, c'est au minimum. OK? Et j'avais tracé la courbe là. J'ai tracé d'abord le coût marginal. Attendez. Comme ça. Puis je vais changer. Donc je vais mettre coût marginal. Puis j'ai dit que le coût moyen, ça va être... Il faut que ça coupe au minimum. Voilà. Oui, et ça c'est le coût moyen. C'est la courbe que j'avais tracée précédemment. Donc, le coût moyen et le coût marginal n'est pas nécessairement plus grand que le coût moyen. Est-ce que là, ce graphique, c'est clair pour tout le monde? Mais si ce n'est pas clair, vraiment, il faut vraiment que ça soit clair. Ça, c'est très important. C'est un principe qui est vrai, normalement, dans tous les cas. Okay? C'est-à-dire que le coût marginal, c'est le coût des dernières unités de production. Et le coût moyen, c'est le coût de ces dernières unités avec les anciennes divisé par le nombre total. OK?
Donc, si les dernières coûtent plus cher, si les dernières vous coûtent plus cher, les dernières unités vous coûtent plus cher, quand vous allez les mettre ensemble avec les plus anciennes, ben vous aurez un coût moyen qui va augmenter. Et quand les dernières unités que vous produisez vous coûtent moins cher, c'est que ça vient diminuer votre coût moyen. Donc, ça fait que le coût moyen va décroître. Ce qui fait que l'intersection correspond en fait là où le coût moyen fait son shift, puisque le coût moyen est croissant tant que, disons qu'elle est décroissante lorsque le coût marginal est petit. Et puis, elle commence à être croissante. Notre question comme là, c'est comment, à partir des informations du problème, on pouvait déduire que l'intersection entre le coût marginal et le coût moyen devait se faire environ à Q égale 6. C'est ça notre question. Puis comment vous faites le trouver par rapport au problème? Parce que là, présentement, je veux bien essayer de calculer des affaires et de trouver des choses, mais je ne comprends pas comment il a pu déterminer que son minimum était là. Le 6 ici, hein? OK, mais comment on fait pour le déterminer, ça, à partir du problème? Non, à partir du problème, on ne peut pas. Ben, c'est parce qu'il nous dit, il nous dit de déterminer. Fait qu'il faut un peu que tu traces la courbe pour savoir comment elle interagit. Fait que comment tu fais pour déterminer ça? Ici, on ne peut pas. Je veux dire, on ne peut pas savoir si c'est le 6. Mais par contre, on sait que ça passe par ici. Mm-hmm. Ça, on OK, le sait. mais ça veut-tu dire que ça aurait été bon si j'avais mis mon minimum à 12? Si on ne peut pas déduire? Non, vous ne pouvez pas mettre le minimum non plus à 12 parce que le CM ne passe pas par ici. Ben oui, il passe par 12. Non, il passe par 12. Le CM marginal, le coût marginal ne passe pas par ici. Ah, OK, comme le coût marginal ne passe pas par 12,4, ça ne peut pas être notre minimum, ça ne peut pas être notre quantité d'équilibre. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez le mettre ici. Parce que le minimum doit correspondre nécessairement là où le coût moyen et le coût marginal se croisent. Voilà, je pense que ça y a un point peut-être qu'il faut que j'insiste là-dessus. Donc, il y a le coût moyen et il y a le coût marginal. Les deux doivent se croiser au minimum du coût moyen. Donc, s'il y a quelque part, vous voulez vraiment mettre le minimum du coût moyen, il faut que ça soit forcément au croisement avec le coût marginal. Donc, si vous voulez que ça soit à 12... Juste, on ne pouvait pas le déterminer, fait qu'on peut pas... fait que ça veut dire qu'on sait que notre coût moyen minimal va être plus petit que 4. Fait qu'à ce moment-là, on peut dire qu'à cause de ça, voilà. Le coût moyen à 8 va être plus petit que le coût moyen à 12. OK. Exactement. On peut déduire ça. Pour tracer la courbe à ce moment-là, c'était plus touché puis c'était pas vraiment nécessaire. Donc, ça y est, ce point-ci n'est pas le plus important en soi parce qu'on ne nous dit pas que c'est 6 ou 5. On ne sait pas là. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que on sait que le coût moyen à 12, c'est 4. OK? C'est bon, ça c'est bon, voilà, je vais faire le graphique moi-même. Pour vous, là, ça va être très, très clair. Alors, regardons ça. On a ce graphique. On a le coût moyen, on a le coût marginal. Et donc, j'ai le 12. Et le 12, ça correspond, pour ici, ça correspond normalement à 6. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc le 12 correspond à 6. Maintenant, le 6 nous dit que pour le coût moyen, le 12 correspond à 4. Donc, cette information est capitale dans ce sens que l'information est en train de nous traduire que le coût moyen passe par ce point. OK? Si le coût moyen passe par ce point, ça veut dire que le coût moyen est en bas donc du coût marginal. Bon, avant de faire que ça soit croissant, ça veut dire que le coût moyen est en bas donc du coût marginal. Or, si le coût moyen est plus petit que le coût marginal, ça veut dire que les dernières unités produites coûtent plus cher que les premières unités. Donc, le coût moyen doit aussi croître
Donc, le coût moyen va croître en fait dans cette partie-là, dans cette partie en dessous du coût marginal. Vous voyez? Donc, la courbe doit être croissante ici, jusqu'à ce qu'elle ne croise le coût, pardonnez, jusqu'à ce qu'elle ne croise vraiment le coût marginal et puis elle remonte. Maintenant, où ça y est ici, ça importe peu. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ici, c'est 4 et 12 et que ça soit croissante. OK? Maintenant, la dernière question veut savoir, c'est là que ça devient peut-être intéressant, je ne sais pas. Il dit, maintenant, on prend Q égale à 8. À quoi on doit s'attendre pour le coût moyen? Et c'est là que... Oups. Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi ça? Oh, mais non. Oups. C'est quoi? Non, mais... Ok. C'est trop de bêtises. Ok. Voilà, donc ici, c'est 4. Ça va être au niveau de 4. Voilà. Donc ici, donc là, on dit, OK, pour Q égale à 8, okay, vu qu'on savait que la courbe donc, du coût moyen est en bas donc, du coût marginal, et donc assurément, c'est croissant ici. Comme c'est croissant, on aura nécessairement donc un coût qui sera plus petit que le 4. C'est ça, en fait, l'idée qui traduit. Parce que si vous étiez ici, normalement, on devrait avoir, ça devrait décroître. Mais vu que c'était en bas, ça devrait croître. La courbe du coût moyen. OK? Maintenant, vous ne pouvez pas tracer ça comme ça non plus. Hein, parce que ça ne passe pas par le 4 en question. Mais là, vous êtes en train de dire que le 12, ça donne 6. Il faut que ça passe par le 4. Donc, pour que ça passe par le 4, mais vous ne pouvez pas mettre non plus le minimum ici. Parce que si vous faites ça comme ça, le minimum ici, c'est comme si vous êtes en train de dire que même en dessous du coût marginal, le coût moyen continue de décroître. Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on soit en dessous du coût marginal et que le coût moyen décroît. OK? Le coût moyen ne peut pas décroître en dessous du coût marginal. Parce que tant que le coût moyen est plus petit que le coût marginal, ça veut dire que le coût moyen va augmenter. Est-ce que c'est maintenant clair pour tout le monde? Oui, merci beaucoup. OK. Parfait. Donc, gardons toujours cette image-là. Je pense que ça va vous aider. Cette image donc, du coût marginal et du coût moyen, leur position relative. Alors, cette question, le 8. Là, imaginons qu'il existe un monopoleur avec la courbe de demande Q égale à 200 moins 2P et une courbe de recette marginale égale 100 moins Q. Supposons, pour raison de simplicité, sa courbe de coût marginal est donnée par Q. Okay. Elle aussi, elle est croissante totalement. Ok, c'est pas grave. Petit a, tracer ces courbes dans un graphique. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein. Tracer la demande, tracer le revenu marginal, tracer ça, c'est pas un problème. Ok. Donc, c'est ça. Supposons pour l'instant qu'il s'agit d'un monopoleur non discriminant. Quelle quantité produira-t-il? La quantité telle que le coût marginal est égal aux recettes marginales? Oui, c'est ça. OK.
Fait que dans le fond, on vient poser les deux courbes égales, on résout, puis on trouve genre la quantité, mettons, Q étoile va être égale à 50, c'est ça? Donc, cette formule, quand même, elle est certaine. C'est parce que supposez que vous avez un profit qui est donné par recette totale moins coût total. Donc, si vous voulez maximiser votre profit, ben, il faut que la dérivée donne 0. Donc, la dérivée par rapport à ça, c'est que ça va faire recette marginale moins coût marginal égale à 0. Donc, recette marginale égale coût marginal. Bon, dans d'autres contextes, on peut dire que la recette marginale égale à prix. Si le prix est constant, OK? Parfait. Donc, ça fait que vous avez ça, quoi, RM égale à CM, donc Q égale à 100 moins Q. Bon, vous allez trouver 50. Ce n'est pas un problème, ça. Et la deuxième question, si à cette quantité, son coût moyen est de 50 $, donc là, on nous dit, OK, le coût moyen aussi, c'est 50 $. Pas le coût marginal, mais le coût moyen. Quelle est la valeur de son profit super normal? OK. Alors, si nous avons le coût, donc si on a le coût moyen, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir le coût total parce que le coût moyen, c'est comme le coût total divisé par la quantité. Donc, le coût total, ça fait la quantité fois le coût moyen. Donc, on a la quantité qui est 50 fois le coût moyen. On aura le coût total. Et puis, on connaît donc la recette marginale. Peux-tu nous montrer les trucs du prof? Parce que moi, je suis pas sûr de la réalité. Je comprends pas comment on arrive à ça. À Q égale à 50, on a le coût moyen égal à 50. Donc, la recette moyenne. Est-ce que tu peux monter un peu plus haut pour qu'on voit le graphique? OK. Il n'a pas dessiné encore le coût moyen, dans le fond? Non. On n'a pas à le dessiner. Non, c'est juste que je comprends pas, il y a un truc. Parce qu'il dit que les recettes. Je pense qu'il y a une erreur dans son corrigé. Parce qu'il dit que les recettes moyennes. Oh, recette moyenne, c'est la demande, c'est vrai. Ah. OK. Fait que là, dans le fond, c'est recette moyenne moins. OK. OK. La recette, c'est... Je sais pas. C'est le prix, non? OK. Enfin, c'est... Comment je vais... La recette moyenne, ça sera le prix, n'est-ce pas? Parce que ce qui se passe, c'est que... comment je dis? Recette marginale, pardon. Ça va être le prix ici. La recette totale, ça fait prix fois quantité. OK? Mais bon, c'est un peu comme la recette moyenne aussi parce que quand on suppose qu'elle est constante, quand on suppose que la recette marginale est constante, donc égale au prix, donc ça veut dire que peu importe le client, vous lui vendez au même prix, que la production augmente, le prix ne change pas. Okay. Donc le prix est le même en fait pour toutes les quantités produites et c'est ça la recette moyenne. OK? Dans la recette moyenne égale au prix égale à la recette marginale dans le cadre où, en fait, on a un prix qui est déjà donné. Okay? Mais lorsque le prix n'est pas donné, lorsque le prix varie, on peut faire ceci. On peut multiplier le prix fois la quantité totale. Or, le prix ici est donné par... le prix non plus n'est pas constant. Donc, il est donné par 100 moins Q sur 2. OK? Fois Q. C'est ça qui fait donc la recette totale. Bon, j'avoue que dans son corrigé, il a mis recette moyenne. Mais bon, j'espère que vous allez... Ça serait clair. Mais, ouais, il a mis recette moyenne, mais bon, écoutez, ça c'est le prix, hein. C'est la fonction prix. OK? Dans l'exercice, c'est ça. Donc, si vous tirez le prix ici, ça va faire 100 moins Q sur 2. OK? La recette totale, ça fait le prix fois la quantité.
Donc, le prix peut être interprété comme recette moyenne. OK? Et là, vous multipliez après les 75 par 50. Et puis le 50 par 50 aussi, pour vous faites la différence, vous allez trouver 1250. Mais là, lui, il a fait juste par unité. Il n'a pas multiplié d'abord. Il a calculé le coût moyen. Ben, on nous a donné ça. Il a calculé le prix donc d'une seule unité. Donc, il fait donc 100 moins Q sur 2. Donc, ça fait 75. Donc, le profit par unité, donc 25. Après, il multiplie maintenant par toute la quantité. Il trouve 1250. Est-ce qu'il y a des préoccupations là-dessus? Parce que moi, ce que j'avais pas compris, c'est que j'avais pris le prix qu'il chargeait comme étant le prix j'avais pris 50 comme le prix qu'il chargeait, mais c'est 75 parce qu'il faut se fier à la demande générale. J'avais juste pas catché sur une petite erreur de ma part, mais quand on comprend que les recettes moyennes, c'est égal à la demande, ben à ce moment-là, les recettes totales, c'est juste les recettes moyennes multipliées par la quantité, puis coût total, ben là, c'est les coûts moyens fois la quantité, puis c'est ça. Dans le fond, c'est assez simple. OK, donc là, tu avais pris... C'est quoi tu avais Non, pris? j'avais fait une erreur, c'est correct. J'ai compris mon erreur, ça va. OK. Juste, j'avais pris j'avais pris comme le prix qui était chargé, j'avais pris en fonction du coût marginal puis des recettes marginales, mais il fallait que je le prenne en fonction de la demande, la courbe de recette moyenne, ça je veux dire. OK. Alors, la question qui suit, c'est... C'est ici, hein. Est-ce que les profits peuvent persister à long terme? Je suis que non. Ben oui, c'est un monopole, fait qu'il n'y a personne qui va prendre il n'y a pas de concurrence, fait qu'à la limite, il n'y a personne qui va vouloir faire baisser les prix et tout ça. Le monopole peut choisir de fixer ses prix. Euh, Non? non, je ne pense pas parce que est-ce que ça veut dire que là, si on peut dire que bon, il y a déjà un brevet, il y a déjà un règlement en fait qui dit que non, il faut que ce soit un monopole. Actuellement, il est un monopole. Mais est-ce que ça veut dire qu'il restera un monopole pour l'infini? Ou bien? Ben, le corrigé du prof, il dit que oui. Il dit Ça si, peut passer à long terme. donc pas de concurrence. Si monopole, pas de concurrence, etc. C'est un peu chenu comme explication, là. C'est pour ça que je souris. Ça veut dire qu'on suppose qu'il y a une réglementation qui dit que, ben, OK, il n'y a personne qui peut venir faire la même chose avec lui. Hein. Parce que c'est parce que ce qui fait la différence, c'est que dans l'exercice ici, on a supposé qu'une entreprise déjà est en concurrence, c'est ça. Bon. Sinon, normalement, le fait qu'on ait un monopole pour l'instant, mais à long terme, s'il n'y a pas de réglementation, ben, d'autres entreprises aussi peuvent faire que nous, la même chose que nous, n'est-ce pas, logiquement? Oui ou non? C'était quoi la question? Je m'excuse, Si on a un monopole, OK, et qu'on a un profit positif, OK, à long terme, s'il n'y a pas de réglementation qui empêche l'entrée d'autres entreprises, mais ils vont entrer, ils vont produire. Le profit c'est ça. Ben, ça dépend de l'explication qu'on donne, j'imagine. Si jamais on dit qu'il y a, tu sais, comme par exemple, il y a des lois qui font en sorte que le monopoleur peut garder sa position de monopole puis qu'il n'y a pas de concurrence, à ce moment-là, oui, son profit va pouvoir persister parce qu'il n'y aura pas de concurrence qui va rentrer. Mais si jamais il n'y a pas de réglementation puis que le profit finalement, après un certain nombre d'années, il y a des concurrents qui s'essaient puis qui rentrent sur le marché, c'est sûr qu'il va avoir une répartition des profits, puis que ça va finir par créer de la concurrence. Mais Exact. Donc, ça dépend toujours de la situation. Oui, Ça dépend de l'explication. Ça dépend de la justification que vous allez donner. OK. Donc, bon, j'avais lu ça aussi, mais bon, je n'étais pas trop convaincu. Bon. Mais je me dis, bon, absolument, il est dans un contexte où on est dans. C'est déjà érigé comme Hydro-Québec, par exemple. Voilà, c'est un monopole, c'est point barre. Il n'y a pas de possibilité donc, de faire autrement.
Donc, il existe depuis très, très longtemps, mais il n'y a pas de concurrent. Donc, dans ce sens, oui, parce que la réglementation ne permet pas à ce qu'il y ait d'autres compagnies d'électricité et tout. OK. L'autre, supposons maintenant que le monopole décide d'appliquer la discrimination parfaite selon le prix. Quelle quantité produira-t-il? Alors, À ce moment-là, quand il y a de la discrimination parfaite, c'est-tu la quantité telle que les recettes moyennes sont égales au coût marginal, ça se peut-tu? ouais. OK. Donc, recette moyenne égale au coût marginal. Il essaie de soutirer autant que possible donc, des consommateurs. Donc, il va fonctionner encore. Ouais, ouais, c'est ça. Il va prendre le prix comme donné donc, de la demande. Oui, c'est ça. Donc, la demande va l'égaliser au coût marginal. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? OK, si c'est clair, bon, c'est bon alors. Alors, il va faire donc la question petit f. Bon, on va trouver Q égale à 66. Hein? Quel prix chargera-t-il? Donc, pour le Q égale à 66, 2 tiers, on trouve le prix aussi, c'est égal à 66, 2 tiers. OK. Calculer à partir de CM ou RM. Et ça, c'est quoi? 100 intercept de RM. Là, je ne vais pas vraiment parler. Le prix, c'est 66, 2 tiers. C'est quoi le... Ben, ça, c'est parce que dans le fond, c'est à partir. Ça, c'est le prix que tu charges. 66 et 2 tiers, c'est le prix Le que tu minimum. charges si, si à ta quantité, par la courbe de le coût marginal, Q est égal à P, fait que ça veut dire que c'est 66 et 2 tiers. Puis si tu charges plus que 100, ben, la quantité, dans le fond, la quantité va être égale à 0 si tu charges 100. Fait que dans le fond, si tu charges plus que 100, tu n'auras plus de clients. Puis fait que dans le fond, le maximum que tu peux charger, c'est 100. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire par intercept de RM. Revenu marginal, mais est-ce que c'est moyen ou bien marginal? Revenu moyen. Ça, je pense que c'est moyen. Parce que le M est majuscule. Fait que comme dans le fond. Mais dans le fond, la quantité, ça veut dire que c'est l'intersection entre la demande puis le coût marginal? Ouais. Ouais, parce que tu fais la discrimination parfaite. Fait que ce que ça veut dire, c'est le OK. prix que tu vas charger, ça va être la quantité qui va être demandée. Fait qu'à l'équilibre, c'est l'intercept entre le coût marginal et les recettes moyennes. Mais moi, je pensais que c'était quand la recette marginale touchait le point 0 parce qu'à partir de ce moment-là, la recette totale elle commence à diminuer. Fait que qu'est-ce qui vient maximiser ce point-là, me semble? Recette marginale 0. La recette marginale nulle, ça c'est... Est-ce que recette marginale nulle? Non, c'est pas ça la discrimination. Ça correspond donc au coût marginal, oui, et la recette moyenne. C'est ça. Maintenant, recette marginale nulle, à quoi ça correspond? Laissez-moi voir. Recette marginale nulle, ça doit être une situation. Mais monsieur, Oui, pas de surplus du consommateur, comme on est dans une situation de discrimination totale, parfaite. oui. En fait, les premières unités vont être vendues au prix le plus cher qui va être admis par la courbe de la demande. Et là, c'est le $100. C'est parce que là, c'est écrit revenu moyen, mais il ne faut pas oublier que c'est le revenu moyen qui est devenu égal à la courbe de demande. Parce qu'on est en situation de discrimination parfaite. Ici, $100, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais bon, là, comme elle parlait de revenu marginal nul, en fait, j'essaie de voir, en fait, à quoi ça pourrait correspondre à un revenu marginal nul.
Regarde, Pénélope, fais juste retenir que si tu es en discrimination parfaite, tu vas voir que le prix que tu vas charger, faut que tu trouves, le prix que tu vas charger, ça va être la quantité qui va être demandée ou la recette Non, je moyenne sais, finalement. je OK. l'ai compris, là, mais c'est juste parce que j'avais noté comme si le prof avait dit ça dans le cours. Fait que je trouve juste bizarre que finalement, c'est pas ça, là, mais c'est pas que je me sois trompée. En fait, donc, sinon, elle a compris que il faut que le RM et le coût marginal soient égaux. Donc, on trouve souvent une quantité de 63 qui correspond à un prix aussi de souvent le même prix. Voilà, donc le prix va varier entre 63 et puis le 100 parce que pour le 100, en fait, ça correspond à une quantité nulle. Donc c'est le maximum qu'on peut charger, comme on l'expliquait. Mais là, bon, c'est pour un revenu marginal qui est nul, c'est-à-dire qu'on n'a plus de revenu marginal, de recette marginale. Hein. Je vois pas vraiment quand même. OK, mais dans le fond, la quantité qui est produite, c'est 66 2/3, c'est ça? Ouais. Je ne vois pas à quoi OK. ça pourrait correspondre la recette marginale nulle. Je ne vois pas à quoi ça. Mais par contre, la recette marginale égale au coût marginal, oui. Par contre, oui. Ici, ça correspond au monopoleur. OK. Voilà, donc, retenons juste là. OK, donc, le minimum possible, c'est celui-là. OK, donc, le tiret ici, c'est pour dire, OK, donc, d'ici jusque-là. OK. OK. Donc, la gamme de prix, donc le minimum, et puis le 100, c'est le maximum. Et puis après, la question G nous demande quelle est la valeur de son profil supernormal arrondi au nombre entier le plus proche. Donc, on va prendre, supposant qu'il produit la quantité, une telle quantité. OK. Et la recette totale, donc le rectangle inférieur, intérieur, et puis surplus du consommateur. Donc là, il prend le prix fois la quantité plus démis, donc normalement, on peut aller directement en calculant nous-mêmes le profit. Hein. Ça donne ici, donc le prix, la quantité, ça fait Q, 100 moins Q sur 2, OK, et multiplié par, donc ça donne 66 aussi. La quantité aussi, ça donne 66. Et maintenant, on a le coût total. Monsieur, je pense que le calcul, c'est juste qu'il a calculé l'aire du triangle du surplus du consommateur. Si vous remontez au graphique, vous avez l'endroit où serait normalement le surplus du consommateur qui est grugé par le profit du producteur, plus le rectangle qui va être en dessous. Okay. J'essaie de calculer directement à partir de ça. Bon, si vous êtes à l'aise avec ça, bon, ça va rectangle inférieur, intérieur, et puis le surplus du consommateur, donc le 66 fois 66. Donc, ça. Okay. Avec ça. D'accord. Dans le fond, c'est qu'il a pris en compte que, dans le fond, c'est comme s'il faisait un trapèze. C'est-à-dire que les recettes totales, mettons, si je comprends bien, ça va être dans le fond, la formule, ça va être 100 plus, mettons, 66 et 2/3 fois la hauteur du triangle, c'est 66 et 2/3 divisé par 2. Fait que je pense que c'est ça qui, dans le fond, je pense que c'est à peu près ça. Mais je suis pas sûr, là, mais je pense que ça ressemble à ça. Il dit que c'est ça la recette totale. Donc, le coût total, ça, on le sait déjà parce qu'on connaît le coût moyen et puis on connaît la quantité. D'accord. Maintenant, pour les recettes totales, il dit, OK, pour une quantité donc de... Monsieur, on ne peut pas calculer avec le prix parce que c'est une gamme de prix, ce n'est pas un prix fixe. Oui, c'est ça en fait. Donc, on prend le prix minimum. Okay. Pardon? On est obligé de calculer l'aire en fait de la surface. On ne peut pas utiliser les formules en rentrant le prix parce que c'est une gamme de prix.
Oui. Du coup, ça fait un intervalle, n'est-ce pas? Donc, entre... ben, parce que là, c'est pas juste le profit directement, parce que là, il calcule d'abord les recettes. OK? Et pour calculer les recettes, Ben, les recettes, c'est vraiment tout le trapèze en dessous de la courbe de la demande. C'est la recette totale. oui, c'est pour ça que j'ai dit que, bon, moi, est-ce que vous connaissez la formule des trapèzes, hein? OK? Si vous connaissez ça, on peut y aller comme ça. Petite base, plus grande base, fois hauteur, OK? Sur 2, c'est ça, non? Vous connaissez ça? Oui, monsieur. OK. Ouais, ouais, on connaît ça. OK, donc on peut l'utiliser directement. Donc là, on peut, ça fait 100. Donc ça, c'est la hauteur. Bon, on peut supposer que c'est la grande base. La petite base, c'est ça. Et puis la hauteur, c'est ça. OK, on peut faire. Donc ça fait 66 ici, 66 ici aussi, et puis 100. D'accord, donc ça fait... Ça fait 66, 2 tiers, plus 100, fois 66, 2 tiers, divisé par 2. C'est bon comme ça? Est-ce que c'est correct? J'espère que je ne me suis pas trompé, hein. Oui, c'est bon, monsieur. Donc, Ça vous donne 5 555. c'est ça. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a fait ça, en fait. C'est-à-dire, ça, le rectangle là, ensuite, ça, quoi. Bon, c'est ce que je voulais faire, mais bon, vraiment, vous êtes... tout le monde est à l'aise mathématiquement, c'est pas fait. Alors, donc, on a les recettes totales et moins le coût total. Donc, le coût total, c'est vraiment... on a le coût moyen, je pense, non. Est-ce qu'on a le coût moyen? Ça va faire donc la quantité 66 multiplié par le 50. OK? 66 multiplié par 50, donc vous allez avoir ça. Et c'est ça. Du coup, vous faites ça moins 100, vous aurez le profit. OK? Donc, la question qui vient maintenant, c'est quoi la différence entre le H? Comment expliquez-vous la différence entre le profit du monopoleur qui n'applique pas la discrimination et celui qui le fait? Bon, sans avoir calculé, on pourrait dire que celui qui fait la discrimination aura un profit plus élevé. Et bien entendu, c'est ce qu'on a. Ce qu'on voit, c'est 2000 ici, alors que ici, c'est 1250. Voilà, donc, le monopoleur discriminant produit plus et s'approprie de tout le surplus du consommateur. Ainsi, même si son coût total est plus élevé que celui du monopoleur non discriminant, il a des profits plus élevés. OK? Bon, le coût total est plus élevé juste parce qu'il produit plus. Et puis, il va chercher encore les autres consommateurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a d'autres questions? OK. C'est parfait. Alors, on va traiter celui-là rapidement. Bon, je ne comptais pas le faire, mais bon. On va y aller. Essentiellement, ce n'est pas compliqué, hein, pour la question 1. Vous voulez qu'on saute ou bien on fait la question 2? Ouais, peut-être c'est qu'on focus sur les autres questions que la question 1, parce que ça, on peut regarder, Mais corriger et essayer de C'est ça. comprendre. OK. Parce que Ouais. les j'avais questions juste 2, une 3, question, là. Moi, la question 1, ça demandait comme si c'était efficace sans intervention du gouvernement, puis je ne comprenais pas trop de quoi ça parlait, ça, là. Où ça? Le gouvernement participe à la fourniture de nombreux biens et services. Pour chacun des biens et services suivants, déterminer s'il y a rivalité ou non dans la consommation et s'il y a exclusivité ou non
De quel type de bien s'agit-il? Sans participation du gouvernement, la quantité fournie sera-t-elle efficace, inefficacement faible ou C'est inefficacement juste cette élevée? portion-là que je ne comprenais pas dans le fond. OK, OK. Bon, c'est vraiment pour dire, OK, est-ce que si c'est un bien, si le gouvernement n'intervient pas, est-ce que les gens allaient faire ce qui devrait être fait? OK. Et parce que, prenons l'exemple donc, disons que le premier exemple, la signalisation routière. Est-ce que vous pensez que, non, je prends plutôt des feux les lampadaires dans les quartiers, par exemple. Donc, dans certaines rues, donc, de certains quartiers, est-ce que le fait qu'il y a ça, ces lampadaires, est-ce que c'est un bien public? Oui, parce que ça profite à tout le monde. Et le fait que le voisin, le fait que moi, je profite de ce lampadaire, ça n'empêche pas mon voisin d'en face aussi d'en profiter. Nous pouvons nous asseoir devant notre maison pendant la nuit et puis causer tranquillement parce que c'est éclairé. Maintenant, la question maintenant, est-ce que c'est efficace si le gouvernement ne faisait pas ça? Est-ce que les gens vont se lever et puis ils vont placer des lampadaires dans leur quartier? Est-ce que chacun va se mettre à, à planter des fleurs dans la maison de tout le monde, comme M. Joe? Ou bien, c'est ça la question. Je pense que non. Donc, c'est la question donc, du passager clandestin, où c'est un bien qui est profitable à tout le monde, mais tout le monde attend que l'autre, en fait, le fasse, et finalement, ça ne sera pas fait. C'est clair? Oui, merci. Okay. Donc, le corrigé, je pense que je l'ai expliqué là dans l'effet de signalisation routière sont non rivaux dans la consommation. Si utilise des signalisations de rue, cela ne réduit pas vos chances de l'utiliser. Donc, et non excluable aussi, parce que personne ne peut empêcher une personne d'utiliser un panneau au fait de signalisation. Les panneaux de signalisation sont donc des biens publics. En raison du problème du passager clandestin, la quantité fournie à titre privé serait insuffisamment faible. Bon, je n'ai pas très bien expliqué. Mais ça devrait être clair. Donc, il suffit juste de taper ça pour comprendre ce que c'est que le passager clandestin. Mais bon, avec l'explication que j'ai donnée, c'est déjà suffisant. C'est valable pour les autres cas aussi. C'est la même chose que je fais là-dedans. Faisons les six caps d'abord. Voilà. Donc, on dit le tableau suivant indique la disposition à payer de 6 consommateurs, le bénéfice marginal individuel pour une copie d'un fichier MP3 d'un album de Doc Gynéco. Le coût marginal pour rendre le fichier accessible à un consommateur supplémentaire est constant et nul. Donc, il y a Adriana, Bertrand, Charlène, David, Eric et Franck. Et ça, c'est le bénéfice marginal donc, le propriétaire de l'entreprise de fabrication de fichiers MP3 obtient. Excusez-moi, c'est le bénéfice marginal plutôt donc de Adriana. Excusez-moi. Okay. Donc ici, quel serait le prix efficace pour un téléchargement du fichier? Okay. Alors c'est 0. Puisque, étant donné que le coût marginal de livraison du bien à un consommateur supplémentaire est nul, le prix efficace serait nul. Okay. Parce que ça ne coûte rien. Le coût marginal pour rendre le fichier accessible à un consommateur supplémentaire est nul. Okay. Donc, il n'y a pas de charge là. Donc, on peut le donner gratuitement. C'est ce qui serait efficace ou bien avec peut-être la notion d'efficacité doit être aussi expliquée. Donc, le prix efficace est le prix d'équilibre, un prix d'équilibre en termes de, je sais pas, c'est bizarre. C'est dans le livre, ils ont mis la question sous cette manière-là, mais c'est le prix vraiment naturel qui devrait se poser économiquement, vu que ça ne coûte rien, ben, ça ne devrait pas non plus être vendu, quoi. C'est juste ça. Maintenant, bon, on va voir, OK, ce qui se passerait à la suite. Donc, les 6 consommateurs sont en mesure de télécharger le fichier gratuitement
sur un serveur de partage de fichiers. Quels consommateurs téléchargeront le fichier? Quel sera le surplus total du consommateur pour ces consommateurs, donc pour tous. Okay. Étant donné que chacun des 6 consommateurs a un avantage marginal supérieur à 0, tous les 6 téléchargeront le fichier et le surplus du consommateur individuel d'Adriana sera de $2, donc $15 pour Bertrand, $1 pour Charlène, $10 pour David, $5 pour Eric et $4 pour Franck. Donc, on fait la somme de tout ça, ça donne 37. Donc, la partie intéressante, c'est la question 3. Où on nous dit que le serveur de partage de fichiers est fermé pour cause d'infraction à la loi pour les copyrights. Et pour télécharger le fichier, les consommateurs doivent maintenant payer $4,99 à un site commercial de musique en ligne. Et quels consommateurs téléchargeront le fichier? Quel sera le surplus total du consommateur pour ces consommateurs? Quel est le surplus du producteur du site de musique en ligne? Quel est le surplus total? Quelle est la perte sèche due à la nouvelle politique de prix? Bon, évidemment, 4,99, il n'y aura que 3 qui vont pouvoir télécharger. Je pense que c'est quand même assez simple. Hein? Je ne l'ai pas vu comme ça. Alors, donc, avec ça, donc, on aura juste les noms ne pas changer. On aura 3 personnes donc, qui auront un profit de 10, 5, puis 0,01. Donc, le surplus, ça fait la somme des 3. OK. Bon, c'est bizarre. Alors, le surplus du producteur, ça va faire donc 3 fois 4,99. Et le surplus du consommateur, ça fait la somme des 3. OK. Alors, quand on fait la somme des deux, on va trouver 34,97. OK. Alors, pardonnez. Si on fait la somme des deux, ça donne 30 plus d'eau. Parce qu'il y avait 15 plus 14,97. Ça fait 30. Donc, par rapport à l'exercice 1, à la question 2, il y a une perte donc de $7. C'est $7 de moins que celui de la question 2. La perte sèche résultant donc de la raréfaction artificielle du bien est donc de $7. OK. Ça aussi, ça rejoint un peu donc l'exercice 1. Donc, on va regarder cet exercice-là. Donc, l'exercice du parc. Le parc, j'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein? Le parc Berkshire Gardens est un très grand jardin situé à Victoria, en Colombie-Britannique, est renommé pour ses plantes magnifiques. Il est tellement grand qu'il pourrait recevoir beaucoup plus de visiteurs qu'il n'en reçoit actuellement. Le prix d'entrée est de $30. Pour ce prix, 1000 personnes visitent le jardin chaque jour. Si l'entrée était gratuite, 2000 personnes le visiteraient chaque jour. Les visites à Berkshire Gardens sont-elles excluables ou non excluables? Sont-elles rivales en consommation ou non rivales? De quel type de bien s'agit-il? D'accord? OK. Donc, la réponse est que c'est un bien exclusif, donc parce qu'il y a un droit d'entrée. OK. Parce que tout le monde ne peut pas. Il n'y a que ceux qui ont un ticket qui peuvent entrer. Et c'est non rival parce que, comme là, j'ai une question. Oui. Quand le prof avait présenté au premier cours, on avait parlé, il avait parlé de bien appropriable et d'usage singulier ou commun. Fait que j'essaie, si on utilise ces termes-là pour l'examen, est-ce que c'est qui sont équivalents à, mettons, appropriable et rival, je veux dire, Exclusif. excluable. C'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un bien privé, en fait, Berkshire Gardens? C'est comme considéré comme un bien privé ou un, je sais pas, c'est un bien exclusif, ça veut-tu dire bien privé? Non, pas privé. Parce que c'est pas un bien privé en tant que tel. Parce qu'un bien privé ne peut pas être utilisé par quelqu'un d'autre. OK. C'est plus un bien
C'est comme un bien public, en fait. Mais non, pas vraiment, non. C'est pas public. Pas public. C'est pas public, mais bon, on peut le considérer comme public, mais pas public dans le sens, dans le premier sens du terme. Parce que ici en économie, quand on dit que c'est public, bon, ça peut prendre deux sens. Dans le fond, c'est que c'est un bien dont on contrôle l'accès, mais que l'usage d'une des personnes ne réduit pas ce qui en reste pour les autres. C'est ça, je comprends. Oui, c'est pour ça qu'on utilise le terme d'exclusivité ou bien d'appropriabilité. Donc, Dans le fond, c'est un bien appropriable avec usage commun, donc c'est comme un peu un monopole naturel. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Donc, il est non rival parce que le fait d'aller au parc n'empêchera pas votre voisin aussi d'y aller et d'en profiter. Donc, ce n'est pas rival. À moins que on dépasse la capacité donc, du parc. Or, la capacité du parc, c'est loin d'être atteinte. Donc, ce n'est pas rival. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de course au ticket. Non, il n'y a pas ça. Donc, le parc peut accueillir beaucoup plus de visiteurs qu'il n'accueille actuellement. Donc, la jouissance d'un visiteur du parc ne diminue pas la jouissance d'un autre visiteur. Donc, bird chat sont un bien artificiellement rare. Donc, c'est artificiellement rare. Okay. Parce qu'on met un prix là-dessus. Tracer sur un diagramme la courbe de demande de visite à Bird Gardens. Indiquer la situation quand le tarif d'entrée est de $30. Indiquer également la situation quand l'entrée est gratuite. Donc, la courbe de demande est illustrée dans le diagramme ci-dessous. La situation, lorsque Bird Gardens facture des frais d'admission de $30 est indiquée par le point A sur la courbe de demande. La situation où Bird Gardens ne facture aucun droit d'entrée est indiquée par le point B sur la courbe de demande. OK. Ben, c'est $30, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est pas moi qui fais le graphique, hein, je l'ai pris directement donc, du livre. Donc, si on facture, donc il y a une courbe de demande qui est comme ça c'est basique. Donc, au prix de $30, ça correspond à 1000. Donc, pour $0, bon, ça va correspondre à 2000, quoi. C'est juste ça. Donc, il y a cette partie qui représente la perte sèche, c'est la question qui suit. La perte sèche, c'est vraiment le nombre de personnes qui auraient aimé visiter, mais qui ne peuvent pas quand c'est facturé. OK. Montrer la perte sèche qui découle du fait de faire payer un tarif d'entrée de $30. Expliquer pourquoi un tarif d'entrée de $30 est inefficace. La perte sèche de la facturation d'un droit d'entrée de $30 est indiquée par la zone ombrée du diagramme, étant donné que le coût marginal d'admission d'un visiteur de plus est nul, il serait efficace de ne facturer aucune admission. Cependant, puisque le bien est artificiellement rare et des frais d'admission de $30 sont facturés, seuls les consommateurs ayant un avantage marginal supérieur à $30 visiteront le parc. Ce sont les 1000 consommateurs qui ont des avantages marginaux qui dépassent le coût marginal leur permettant d'accéder. Mais les autres 1000 consommateurs sont empêchés de visiter le parc à cause des frais de $30. Voilà. Alors, ouais, on va regarder aussi, c'était ici, j'ai essayé de mettre beaucoup. Donc, tous sont pris dans le livre. Je pense que le livre, bon, il n'y a pas les corrigés là-dedans, non? Donc, ici, ben là, on dit on veut développer un vaccin contre la COVID-19. Bon, bien entendu, il n'y a pas de COVID-19 dans le livre. Hein? Une société pharmaceutique du Québec a subi un coût fixe très élevé, mais le coût marginal de distribution du vaccin aux patients est négligeable. Donc, c'est zéro, quoi. Zéro. Il n'y a pas de coût de distribution. Le coût marginal est nul. La société pharmaceutique détient le brevet exclusif sur le vaccin. Vous êtes un régulateur qui doit décider quel prix la société est autorisée à pratiquer. Petit 1, indiquer sur un diagramme le prix du vaccin qui émergerait
si la société n'était pas régulée et appelé le PM. Quel est le prix efficace du vaccin? Montrer la perte sèche qui découle du prix PM. OK? Alors donc, ici, si la société n'est pas réglementée, elle se comporterait comme un monopole et choisirait une quantité QM ou donc une quantité QM dans lequel un état dans lequel le revenu marginal est égal au coût marginal. Donc, le revenu marginal est égal au coût marginal. Or, le coût marginal est nul. OK? Du coup, la quantité QM doit être ça. Le coût marginal, c'est ça. Donc, le revenu marginal, c'est ça. Donc, le Q. Il n'y a pas Ça veut dire quoi, d'équation. ATC? Pardon? Oups. Ben, moi, je dirais average total cost, coût moyen total, mais dans le fond, dans cet exercice-là, il n'y avait pas d'équation. Fait que c'était de tracer les droites. Ouais, c'est juste ça. Pour C'est expliquer à peu qu'on près. comprend le cours. Quoi. Okay. Bon, question qu'on comprenne. OK, c'est bon. Il n'y avait pas de. C'est juste Ouais. qu'il n'y avait pas d'équation. C'est probablement que si on demande un exercice comme ça, on va avoir des équations pour tracer les droites. Là. Ouais. Donc, excusez-moi, hein, les enfants ont commencé à arriver de l'école. Ça fait un peu de bruit. Alors, donc, on voit l'intersection donc du revenu marginal, de la recette marginale, et puis donc du coût marginal. Donc, ça donne un prix QM. OK? Et le prix est cependant un prix nul. OK? Le prix efficace est cependant un prix nul. Okay? Il y a une perte sèche égale à la zone qui est délimitée ici. Parce qu'on a facturé à un prix qui est le PM, donc de la demande. Et puis, voilà. Alors que le prix efficace est 0 par rapport à ce prix. Donc, c'est ça qui sera perte sèche. OK? C'est quoi le ATC? Le coût total moyen. OK. Average total cost. Bon. Est-ce que ça fait du sens? Le coût total moyen et le coût marginal? Parce que le coût marginal est toujours plus petit que le coût total moyen. Donc, c'est pour ça que c'est toujours décroissant. Donc, ça fait du sens. N'est-ce pas? OK. Donc, sur un autre diagramme, indiquez le prix minimum que le régulateur peut imposer tout en amenant la société pharmaceutique à développer le vaccin. Appelez-le P étoile. Montrez la perte sèche qui découle de ce prix. En quoi est-elle différente de celle qui découle du prix PM? Okay, donc, le prix le plus bas qui incite encore la société à développer le vaccin est le prix où la courbe de demande croise la courbe du coût total moyen. OK, donc dans une situation de concurrence pure et parfaite, okay, où le profit serait nul. À ce prix, la société atteint juste l'équilibre. Il y a perte sèche plus faible que sous le prix PM. C'est-à-dire que on a ça, c'est le coût total moyen qui croise donc la demande. Donc le prix, ou bien recette. Cette demande va correspondre donc à la recette moyenne, ou bien le prix, ou la fonction du prix. Donc c'est ce point-là qui sera l'équilibre, et ou bien ce point, quoi. Donc on aura la perte sèche qui sera ce petit. Donc il est plus petit que la perte sèche avant. Ce que je racontais. Alors, supposez que vous soyez bien informé du coût fixe de la société pharmaceutique. Comment pourriez-vous utiliser la régulation par le prix combiné à une subvention versée à la société pour faire que la quantité efficace du vaccin soit fournie au moindre coût au gouvernement? Donc, vous pouvez régler le prix de la société à 0. De cette façon, toutes les personnes ayant une volonté positive de payer
recevront le vaccin. Pour garantir que la société développera le vaccin, le gouvernement versera à l'entreprise une subvention égale à son coût fixe. OK. Donc, non plus, il n'y a pas de formule mathématique, c'est vraiment pour toujours fixer les idées. La seule différence dans ce cas-ci, c'est qu'il y a juste un coût fixe très élevé, mais on est en monopole. Donc, si on veut, mais on n'a pas de coût marginal non plus. Du coup, si on veut résoudre le problème comme un monopole, normalement, vu que le coût marginal est nul, on devrait avoir un prix nul. Donc, le revenu marginal devrait croiser donc égal à 0. Puis, on retrouve une quantité quand même qui est moins efficace que la quantité qui devrait être produite si on n'est pas en situation de monopole. Donc, si on subventionnait tout, et puis le gouvernement pourrait administrer le vaccin gratuitement. C'est juste un cas d'école aussi. OK? Bon, je pense qu'on a duré beaucoup aujourd'hui. On va en arrêter là. Le reste, tout est écrit. Si ce n'est pas clair, pose-moi des questions. Je vais vous l'envoyer, le corriger. Mais pour les quiz, je ne vais pas envoyer. Je vais laisser quand même la vidéo sur YouTube. Et puis, voilà. Je vous souhaite un bon examen. Bon, on se voit vendredi. C'est bon, je serai connecté en espérant que vous aurez des questions à me poser. OK? Ouais, c'est vrai, c'est toi qui es là pour l'examen vendredi. Oh, oui. C'est moi qui vais vous surveiller. C'est moi qui vais recevoir vos questions. OK. Donc, disons à vendredi. C'est correct? Merci comme la bonne fin de journée. Bye bye. Merci. Bye bye.